d'abord, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier du fond du cœur d'être venus si nombreux ce soir à Versailles. Et puis remercier un certain nombre de personnalités qui nous ont rejoints ce soir. Je voudrais d'abord saluer le maire adjoint de Versailles, qui est un grand ami, un grand écrivain, un grand philosophe, qui a commis un livre magnifique expliquant que nous fabriquons aujourd'hui des indignés alors qu'il faudrait fabriquer des héritiers, Monsieur François-Xavier Bellamy. J'ai croisé des regards parmi vous de gens qui se disaient « Ah, il vieillit, maintenant il a un papier ». Mais c'est parce que je veux oublier personne. Voilà. Alors, je voudrais remercier beaucoup. Super, ma petite bouteille d'eau. Voilà, merci. Je voudrais remercier l'association qui m'accueille, les Éveilleurs d'Espérance, autour de Nicolas Sevilla. Voilà. De Benoît, son frère. Et du troisième homme, le troisième mousquetaire, qui est Pierre Nicolas. Je voudrais saluer celle qui m'a fait l'amitié de venir et qui se trouve auprès de Véronique Besse. Véronique Besse est la députée de la Vendée. Elle était à l'Assemblée. Et elle est d'une fidélité extraordinaire parce que c'est la députée du Mouvement pour la France que j'avais créé en son temps. Voilà, merci Véronique d'être ici ce soir à Versailles. Et puis il y a quelqu'un d'autre que je voudrais saluer parce que c'est une surprise. Je voudrais lui dire merci d'être là. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Puy du Fou. Et je l'ai vu en larmes après la cinécénie. Et je me suis dit, cette femme-là, elle a du cœur, elle a une âme, elle a la France dans le cœur, elle a le feu sacré. Je salue au premier rang Marion Maréchal Le Pen. Debout, Marion. Et tout à l'heure, pour les signatures, on a décidé tous les deux, c'est elle qui signera. Alors, je voudrais saluer une personne qui est très chère à mon cœur et qui est là au premier rang. Voilà, Birthe Lejeune. Birthe Lejeune, avec une persévérance, une ténacité de tous les instants, porte la mémoire de son mari, qui fut un grand scientifique, l'ami du pape Jean-Paul II, et qui était un ami personnel, et qui m'a dit un jour, en me recevant à l'hôpital avec 2 enfants trisomiques sur les genoux, « Philippe, je vous regarde, je vous observe, je serai sans pitié pour vous. Ne lâchez jamais sur la vie, elle commande tout. » Je voudrais saluer également le président de la Fondation, Jérôme Lejeune, et saluer son dernier livre que je vous engage à acheter si ça n'est pas fait pour le sabot de Noël, Les premières victimes du transhumanisme, publié chez Pierre-Guillaume Deroux, Monsieur Jean-Marie Leméné. C'est à lui que je pensais, entre autres, quand j'ai écrit mon dernier livre sur les dissidents. C'est Solzhenitsyn qui m'avait dit « Les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest ». Eh bien, Jean-Marie Leméné, c'est un dissident, regardez-le bien, il est magnifique.
Je voudrais saluer également un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Sévilla, comme vous tous. Et cet historien, il a publié, il a fait que des succès, que des best-sellers. Le dernier livre s'appelle Écrits historiques de combat, publié chez Perrin. Et Jean Sévilla, il a cet art très rare chez les historiens, cette humilité aussi, de mettre à la portée des lecteurs les plus simples et les plus éloignés de l'histoire scientifique, eh bien, notre histoire, notre belle histoire, notre grande histoire, parce qu'il y met du talent, mais aussi beaucoup d'amour. Merci Jean Sévilla pour toute cette œuvre. Je voudrais saluer par avance, parce qu'il va nous rejoindre, quelqu'un qui a tenu à être là ce soir. Malheureusement, il est en retard, mais il va nous rejoindre. Jean-Frédéric Poisson. Je voudrais saluer le directeur du Figaro hors série, du Figaro Histoire, Michel de Gégère. Son dernier livre est un chef-d'œuvre, La Compagnie des Ombres. À quoi sert l'histoire? C'est un homme brillant. Enfin, la rumeur court. Enfin, la rumeur court. Sur son entrée à l'Académie française, il était temps. Ça s'appelle La prophétie autoréalisatrice de Hegel. Donc, aux éditions des Belles Lettres. Voilà, Michel, merci d'être là, fidèle, avec votre épouse, Sylvie, et puis du monde de la famille, des impertinentes. Ensuite, je salue une journaliste. Une journaliste que j'aime beaucoup. Elle est splendide, elle est très courageuse. Charlotte Dornelas. D'abord, je suis heureux d'être à Versailles. Le Puy du Fou, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Et dans le monde entier aujourd'hui, nous avons signé il y a quelques heures un contrat avec la Chine, Hangzhou. Nous sommes sur le point d'aller à Angkor Wat, au Cambodge. Nous arrivons en Espagne, en Italie, nous sommes en Russie, nous sommes en Angleterre, nous sommes aux Pays-Bas. Nous ne sommes pas en France. Nul n'est prophète en son pays. En réalité, il y a un seul endroit où on aurait envie d'aller, où on a envie de venir. Vous devriez faire pression sur l'établissement public. Après Anish Kapoor et Jeff Koons, le vagin de la reine, ce serait pas mal le Puy du Fou à Versailles. Voilà. Alors, en fait, j'ai fait 5 livres successifs et Nicolas Sévilla, qui ne me lâche pas, il y a 5 ans, m'avait dit, bon, on va faire une réunion. Alors, on est allé dans une petite salle, parce qu'il craignait quand même le pire. Et c'était tout petit, mais c'était blindé. Et c'était pour Charette. L'année d'après, on a changé de salle, parce qu'il a de l'intuition. Il s'est dit, on sera plus nombreux. C'était blindé. C'était pour Saint-Louis. Puis après, Jeanne d'Arc. Alors là, théâtre Montancier. Et là, il me dit, si vous en refaites un autre, on prendra le Palais des Congrès. Voilà, ben on y est. Alors, moi, je vous propose la chose suivante. Si jamais le Puy du Fou en fait Versailles, alors on prendra la Galerie des Glaces. Voilà, et puisque je parlais du Puy du Fou, je voudrais vous raconter juste une anecdote. Dans le spectacle du Puy du Fou, à un moment donné, je me suis fait un petit clin d'œil, un peu comme Hitchcock dans ses films. Il y avait toujours son ombre. Et moi, je me suis dit, il y a un moment donné, personne ne va comprendre sauf moi.
je vais faire les cloches de Boulogne, c'est-à-dire les cloches de mon baptême, de l'église où j'ai été baptisé, parce qu'elles me parlent. Et donc, et puis quand la Révolution commence, il y a la phrase « Pourquoi ont-ils fait taire les cloches ?» Puisqu'en fait, le propre de toute révolution, c'est de démonter les cloches et de les fondre. En fait, on est du pays de ses enfances. Je le mesure chaque jour davantage, puisque pour moi, le Puy du Fou et un peu mes livres, c'est un moyen ultime de retenir l'enfance. Et mon enfance a été bercée par les cloches. J'étais un petit gars qui courait à la campagne, qui cueillait des fleurs de civilisation. Chaque matin, montait à mes persiennes la douce mélodie à 3 voix qui réveillait le village, le coq, l'enclume, l'angélus, la nature, l'œuvre, la prière. J'ai écrit ce livre, Les cloches sonneront-elles encore demain, comme un cri d'alarme et un chant d'amour. Vous verrez, la première partie est anxiogène. C'est un chemin de croix. La deuxième se veut un chemin de lumière. Pourquoi ce titre? Parce que les cloches qui font remonter de la nappe profonde de nos souvenirs intimes l'unité allégorique des vivants et des morts de la symphonie française pourrait demain, hélas, être recouverte par la voix du muezzin. J'ai découvert il y a quelques jours, par une amie libanaise, un hadith dans lequel le prophète dit « La cloche est l'instrument de musique du diable ». On comprend que dans les pays d'islam, elle soit interdite. Ce qui est menacé et qui sonne encore et qui résonne encore dans le cœur des Français, c'est cette trilogie immémoriale de nos civilisations intimes, l'Église, surmontée du coq gaulois, l'Église et son clocher, la mairie et le cimetière. Et donc j'ai voulu sonner le tocsin, donner l'alerte. Pas le glas, la France n'est pas morte. Le tocsin, pour qu'elle ne meure pas. Ce titre, Les cloches sonneront-elles encore demain, traduit une angoisse. En effet, la France a connu dans toute son histoire bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée. Elle garde de toutes les épreuves traversées, les invasions barbares, la guerre de 100 ans, l'occupation allemande, une mémoire douloureuse, mais victorieuse. Or, pour la première fois, la France doit affronter la crainte de disparaître. Chers amis, un pays qui perd sa richesse ne meurt pas. Un pays qui est accablé d'impôts ne meurt pas. Un pays qui massacre ses paysages ne meurt pas. Un pays qui perd sa souveraineté ne meurt pas. Regardez la Pologne, la Hongrie, sous la botte soviétique, la souveraineté limitée. Ils ont sauvé leur âme. Ils vivent. Un homme qui perd la mémoire, perd le sens de l'orientation. Un peuple qui ne sait plus qui il est, qui ne sait plus d'où il vient, qui ne sait plus où est sa vraie richesse, est menacé dans son destin. Un homme peut perdre le sens de l'orientation parce qu'il perd la mémoire. Un peuple peut perdre lui aussi le sens de l'orientation. Un peuple, s'il perd son histoire, est frappé d'Alzheimer. Il devient végétatif. On met à côté de lui
un accompagnant, une tierce personne. Et la tierce personne, ce sera une fiche S, et je n'en veux pas. Nous sommes à la veille d'un choc identitaire. La terre de France porte aujourd'hui et dorénavant, du fait de l'impéritie des politiques depuis 40 ans, la terre de France porte deux peuples. Un peuple neuf qui s'installe avec ses fiertés et un peuple exténué qui ne sait plus rien des conditions de sa survie. Un peuple hagard qui ne sait plus où il habite. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que, à la suite des mosquées de Roissy, où j'avais reçu des documents secrets que j'ai publiés, et à la suite de mon dernier livre, qui a connu un grand succès populaire, les services de renseignement, écoutez-moi bien, les services secrets, tous ceux qui concourent à informer le sommet de l'État, jugeant qu'ils n'étaient plus entendus et que leurs notes partaient sur une étagère classée sans suite, sans autre forme de procès, ces services ont décidé de m'abreuver. En se disant peut-être, en se disant sans doute, lui aura le courage de publier. Alors je n'ai pas eu le choix. J'ai décidé de tout publier. Lorsque mon éditeur, Albin Michel, a reçu mon manuscrit en juillet dernier, le PDG d'Albin Michel, Francis Esménard, qui est un ami, m'a dit, on a donné ça à l'avocat, maître Bigot, qui a dit, il y a un procès par page. Donc on ne peut pas, Philippe, on ne peut pas. On t'aime beaucoup, mais on ne peut pas. Alors j'ai dit, bon, ben, je repars chez moi en Vendée. On ne publie pas. Ah si. Bon, finalement, vous vous rendez compte, le dilemme pour un éditeur. Hein. C'est des gens admirables. Et finalement, on a publié. Et savez-vous ce qui est arrivé? J'ai été couvert de plaintes, de répliques, de mises au point, de menaces. Oui, de la part des islamistes, oui. Ça, ma vie a changé. Mais la presse française, le monde politique français, tous les gens mis en cause, il y en a plein. Nadja Belkacem, par exemple, membre du conseil de la communauté marocaine, qui répand l'islam en France, conformément au statut du Daïr qu'il a nommé le 21 décembre 2007, etc. Personne n'a bougé. J'ai pas eu une plainte. Je suis tranquille. Le livre marche très bien. Pas une plainte. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai les dossiers. Et donc tout ce que je vais vous dire maintenant, qui va peut-être vous surprendre, voire vous choquer. Parce qu'il y a plusieurs victimes, sans doute, du consensus du vivre ensemble, parmi vous. Eh bien, malheureusement, c'est la vérité. Voilà. Et je voudrais tout de suite vous dire une chose. Et je vous le dire chaleureusement, mais dans la vérité. Moi, je n'attends rien. Voilà, rien. Je ne cherche pas un picotin de popularité. Ce livre m'a coûté, y compris au sein de ma propre famille, qui m'a dit « T'es fou, il ne faut pas écrire un truc comme ça. Aujourd'hui, l'islam, c'est dangereux. » Eh bien, voilà. Donc, je l'ai fait parce que pour moi, mon confort et les lauriers que je reçois par ailleurs, au Puy du Fou, ne me suffisent pas. Honte qui peut chanter pendant que Rome brûle, sauf s'il a la lyre et la voix de Néron. Le pays est en train de partir par le fond. Il faut se lever et dire... On appelle au sursaut français, réveillez-vous, soyez conscients de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette situation que je voudrais décrire avec vous en même temps que la réponse. Car nous avons et la serrure et la clé. Alors d'abord, on va faire un constat étayé par un certain nombre de documents. Nos élites sont sous hypnose. C'est-à-dire que nous assistons à une invasion
sans résistance. Mieux, il y a entre l'envahi et l'envahisseur une fascination réciproque. C'est un peu le syndrome du lapin dans les phares. Le lapin est au milieu de la route, il est comme ébloui. Il ne tente aucun mouvement de diversion, d'esquive. Il est happé. Eh bien, nos élites entretiennent, développent avec l'envahisseur une empathie. Elles cultivent le repentir jubilatoire et, plus fort encore, l'exotisme de leur propre disparition. D'où vient cette hypnose? Elle vient de la déconstruction européenne des nations. Il faut regarder les choses en face. J'ai vécu la grande bascule le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Mais déjà, le plan Monnet-Schuman, c'était l'idée d'une architecture post-politique, je dis bien post-politique, sans les États, sans les nations, sans logique de puissance propre, et avec un fédérateur extérieur qui était l'Amérique. Cette Europe-là, il est en train de mourir. On l'avait dit, on l'avait prédit, c'est fait. Le canard est dans la cour de ferme, il court, il n'a plus de tête. Et la deuxième erreur de vision, c'est la mondialisation heureuse. Les élites ont cru et nous ont fait croire, après la chute du mur, que c'était la fin de la guerre, la fin de l'histoire, la fin des idées, la fin des religions, la fin des États, la fin des frontières. Et donc on a une Europe qui est effondrée sur elle-même et qui n'est plus capable de faire appel à cette défense immunitaire, et en même temps des pays-mondes, comme dirait Alain Minc, qui sont fondés sur le principe du multiculturalisme, avec cette idée incroyable que le nouveau régulateur des tensions du monde et des pulsions humaines sera le marché planétaire de masse. Voilà ce que pensent nos élites. Et voilà la raison pour laquelle, étant sous hypnose, elles acceptent d'appliquer le plan des Nations Unies. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas Renaud Camus qui a inventé le grand remplacement. C'était un écrivain de talent, il a été mis au rebut parce qu'il a prononcé le mot grand remplacement. Mais ce n'est pas lui qui a inventé le mot. Ce sont les Nations Unies. Le rapport secret des Nations Unies, qui a été mis à jour d'année en année, s'appelle, je cite, écoutez bien, c'est en anglais, Replacement Migration. La migration de remplacement. C'est-à-dire que les Nations Unies ont conçu pour l'Europe l'idée de remplacer la population, de remplacer le peuplement européen. Pourquoi? Parce que les Nations Unies font un calcul très simple. Avec les taux de fécondité respectifs, l'Europe est morte. Elle va vers le trou démographique, spécialement l'Allemagne. Et comme on ne veut pas remettre en cause l'avortement de masse, le mariage homosexuel, l'euthanasie et tout ce qui stérilise la vie, alors on fait le choix d'importer une population extérieure. D'ailleurs, les grands patrons sont très contents. Ça permet de troquer une main-d'œuvre trop chère contre une main-d'œuvre à bas prix, une main-d'œuvre importée. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. La migration de remplacement. Si vous avez un peu de curiosité, vous verrez dans mon livre, je cite le scénario pour la France. J'ai choisi le scénario moyen, il y a 6 scénarios. Le scénario numéro 3, pour la France, ça donne 800 000 migrants entre 2020 et 2040, vous voyez que c'est une anticipation, et 16 millions de personnes supplémentaires. Sur cette migration de remplacement des Nations Unies, appliquée à la lettre par la classe politique française, puisque en pratiquant l'avortement de masse, 220 000 avortements par an, on contribue à ce qu'on connaît dans le monde entier
et que dénonçait si bien le professeur Lejeune et que dénonce si bien la Fondation Jérôme Lejeune, nous assistons impuissants à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Qu'est-ce qu'une société qui prône la vie et qui brise la vie, quand il s'agit non pas des animaux mais des hommes? Et donc, tous ces hiérarques de la disparition de la civilisation occidentale, de la civilisation chrétienne, de la civilisation de la survie, ont proposé à l'Europe de faire son propre travail. J'ai apporté ce soir un document, la couverture du rapport de recherche qui s'appelle Eurislam. Ce rapport, je vous y renvoie, j'en parle dans mon livre longuement, ce rapport prône l'acclimatation de l'Europe, je cite, à une culture religieuse importée. On comprend de quoi il s'agit évidemment, c'est-à-dire il s'agit d'une assimilation à l'envers. Et ce rapport prône également une acclimatation à des conduites sociétales nouvelles, multiculturelles et multiethniques. Et quand vous voyez la couverture du rapport, c'est dommage qu'on n'ait pas de caméra, Eurislam, vous avez sur fond bleu les 12 étoiles mariales, M. Schumann doit être content, et au milieu des 12 étoiles mariales, vous avez un minaret surmonté d'un croissant islamique. Voilà le programme. Et ça s'appelle « Trouver une place pour l'islam en Europe ». Voilà. Donc en réalité, tous ceux, que ce soit des autorités politiques, culturelles ou spirituelles, qui préconisent le multiculturalisme en Europe sont en train de nous dire, sans nous le dire, voilà, on va changer de civilisation. La civilisation européenne sera remplacée bientôt par la civilisation islamique. Voilà le consentement des élites. Et il faut empêcher ça à tout prix. Pourquoi il faut empêcher ça à tout prix? Parce que ce projet-là rencontre un autre projet. Et c'est là que c'est grave. Le projet Tamkine. Le projet Tamkine, c'est le projet des frères musulmans. La doctrine des frères musulmans avec le projet Tamkine est d'organiser l'islamisation tranquille de l'Europe, je cite, par co-inclusion et par imprégnation. Et donc, en fait, le projet Tamkine vise à organiser la conquête pacifique, au sens de Houellebecq, de l'Europe. La conquête. Tous ceux qui ne connaissent pas le Coran, il ferait bien de se précipiter sur le Coran parce qu'on va avoir à en parler dans les années qui viennent. Beaucoup de gens, avant-guerre, ne connaissaient pas Mein Kampf. Tout est dans le Coran. Tout ce qui se passe est dans le Coran. Il y a 3 éléments constitutifs dans le Coran qui m'amènent à vous dire l'islam est incompatible avec la civilisation française. Premier élément, le premier élément, c'est l'Oumma. L'Oumma, ça veut dire il n'y a qu'une seule communauté, une seule nation, une seule fraternité qui s'arrête aux limites de l'Oumma. Il n'y a pas de nationalité particulière, c'est ce que m'avait dit le roi Hassan II. Vous ne ferez jamais avec des Marocains des vrais Français. Parce que dans le Coran, il y a une nation, il y a une fraternité, il y a une communauté, la plus belle des communautés, dit le Coran. L'Oumma. On ne peut pas passer de l'Oumma à la France. Ou alors, il faut quitter l'Oumma. Il y a des musulmans modérés qui se détournent du Coran. Il n'y a pas d'islam modéré. Dans l'islam, il y a l'Oumma. Deuxième élément constitutif, la charia, la loi islamique. La loi islamique est supérieure à toutes les autres lois. On ne vote pas de loi dans l'islam. La loi, elle a été donnée une fois pour toutes par Allah à Mahomet. C'est la parole incréée. Et la loi est régente de tout.
Elle ne connaît pas la distinction entre le religieux et le politique. La charia. Il n'y a qu'une seule loi. Une seule communauté, une seule nation, une seule loi. La loi islamique. Donc on ne peut pas revenir sur cette loi. Le verbe tuer, le verbe combattre sont prononcés 52 fois et 61 fois. La lapidation, va à ton épouse comme à un champ de labour, etc., etc., etc. Bon, on ne peut pas revenir là-dessus. Ceux qui disent qu'il faut contextualiser sont des menteurs, des blasphémateurs pour l'islam. La parole incréée, donnée une fois pour toutes. L'islam n'est pas réformable, il n'est pas adaptable. C'est un système politico-religieux. Ce n'est pas une religion. Quelle erreur des catholiques de projeter sur la religion d'en face leur propre religion. Et enfin, le plus important, le djihad. On dit parfois l'islam est agressif. Non, non. L'islam, le Coran dit très bien, quand on peut y arriver par la soumission pacifique, autant passer par la soumission pacifique. La guerre n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la conquête. C'est-à-dire le passage du dar el-harb dans le dar el-islam. Le dar el-harb, c'est la demeure de la guerre, là où n'est pas encore l'islam. Le dar el-islam, c'est là où est la demeure de la paix, là où est l'islam. Donc la France, par exemple, est dans le dar el-harb, elle doit passer dans le dar al-islam. Et un musulman qui ne pratique pas la conquête, à sa manière, on va voir comment, dans un instant, n'est pas un bon musulman au regard des prescriptions coraniques. Alors comment? Il y a 3 djihad, en fait, chacun son djihad. Il y a le djihad démographique, l'enfantement, c'est le djihad des femmes, disent les salafistes. Repris très bien par Annie Laurent. Le djihad civilisationnel, ce que dit très bien le professeur Harwell, les droits de l'homme, c'est le cheval de Troie de l'islam. Écoutez Youssouf El-Qaradawi, le grand penseur de l'islam européen, il dit ceci, il nous prévient, avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous soumettrons. Le programme est appliqué au jour le jour. Voilà, donc, alors, le djihad de civilisation, c'est très particulier, c'est fondé aussi sur la taqiyya. S'ils avancent, vous reculez. S'ils reculent, vous avancez. Donc, on nous teste partout, on nous teste aux piscines, à l'hôpital, en entreprise, sur les plages, le burkini, qui a été donc accepté par le Conseil d'État islamique. Et donc, on nous teste et on voit si on résiste. Et comme on ne résiste pas, et qu'on cède à peu près partout, à commencer par le voile, ben ils avancent. Mais la taqiyya, elle est très simple, écoutez bien. La taqiyya, quand tu es faible et que celui d'en face est fort, tu le salues, tu lui baises la main, tu te mets à ses pieds, tu te soumets. Mais c'est une soumission tactique, bien sûr. La dissimulation dans l'islam est recommandée comme une vertu élémentaire. Donc notre culture n'est pas tout à fait la même, vous voyez. Voilà. Donc le djihad, le 3e djihad, c'est le djihad guerrier. Le djihad guerrier, ça veut dire les prescriptions coraniques. Les prescriptions coraniques, tu dois faire la guerre, c'est-à-dire tu dois, par exemple, tuer les associateurs. Les associateurs, c'est nous. Les mécréants, tuez-les tous. Voilà. J'ai entendu un jour une autorité qui avait dû forcer sur le vin de messe et qui a déclaré il n'y a pas de différence entre la violence islamique et la violence catholique. Alors là, moi je suis tombé de l'armoire à sacristie parce que je vais vous en donner une différence, c'est que entre le sermon sur la montagne, heureux les doux, et le serment du sabre, tuez-les tous, il y a quand même une sacrée différence. En d'autres termes, la violence, quand il y a une violence catholique, elle se fait en dépit du Nouveau Testament, où il n'y a pas une parole de violence, et même que c'est difficile, hein, parce que quand tu prends une baffe et qu'il faut dire « tant l'autre joue », c'est de la métapolitique. Mais
voilà, c'est notre religion, c'est le sermon sur la montagne. Heureux les persécutés, etc., etc. Parmi nous, il y en a beaucoup. Et alors, vous prenez les versets du Coran, c'est très très net, c'est très clair. C'est la guerre. Donc, en fait, les islamistes sont fidèles au Coran, mais plus que ça. Écoutez-moi bien, ça n'est jamais dit. Et c'est ce que j'ai découvert par mon travail personnel sur l'islam. C'est qu'il y a l'islam, il y a le Coran et Mahomet. On l'oublie toujours. Personne ne veut en parler. Mahomet, le prophète, il y a la sourate 33-21 qui dit « Imitez le prophète ». Un musulman doit imiter le prophète. Et le prophète, il a fait deux choses. Il a fait la guerre, 28 campagnes militaires. Et deuxièmement, il a créé un État islamique. Donc ceux qui disent l'État islamique, c'est les musulmans radicaux, c'est pas le vrai Coran, faux, c'est des menteurs, ce sont des menteurs. Ce sont les vrais musulmans. Parce que le premier État islamique du monde, c'était Médine, c'était Mahomet, il a réuni dans la même main le pontificat et le principat. Donc, un musulman doit aujourd'hui, s'il veut suivre les règles de l'islam, appliquer les prescriptions coraniques et suivre le beau modèle. Ainsi appelle-t-il Mahomet, le prophète. Alors, que va-t-il se passer? C'est là que j'ai reçu un document tout à fait extraordinaire, un document des salafistes, qui est intitulé « Le nouvel édit de Nantes ». Qu'est-ce que le nouvel édit de Nantes? C'est un édit de Nantes qui serait signé par les autorités politiques françaises après une période de troubles, conduisant la population française à réclamer l'apaisement. Appeasement, Chamberlain Daladier. Donc ça pète, ça remue, il y a des querelles partout, il y a le face-à-face entre ceux qui font sécession et ceux qui veulent défendre notre civilisation. La population est excédée, et comme souvent en France, hélas, c'est mai 40, on demande une reddition dans les formes. Et ce document est extraordinaire parce qu'il prévoit un nouvel édit de Nantes en disant « Pour les Français, l'édit de Nantes, c'est positif ». Parce que ça a mis fin à la grande querelle entre les protestants et les catholiques. Donc on va appeler ça « Nouvel édit de Nantes », comme ça, c'est pacifique. Nouvel édit de Nantes, ça veut dire la grande concession territoriale, c'est-à-dire la partition du territoire. Il y a même une liste que je donne dans mon livre, une pré-liste en quelque sorte. Et donc, en réalité, ça consiste à concéder à l'islam des places de sûreté, le mot est repris de l'édit de Nantes, où pourra être pratiquée légalement la charia. Et puis ensuite, on relira, si vous me passez l'expression, les grains du chapelet. Pourquoi? Pour faire le califat universel. Tariq Obrou, vous savez, Tariq Obrou, le fameux imam, l'imam de Bordeaux, qui est le formateur religieux d'Alain Juppé. Tariq Obrou, vous allez sur Dailymotion, je vous le donne en 1000, eh ben, il explique qu'un musulman doit pratiquer l'obligation du califat, tout simplement, du califat. Et il dit, toute terre qui dans l'histoire a été musulmane doit le redevenir. Bon. Alors, pour Versailles, je vous rassure, d'après mes renseignements, vous n'êtes pas concerné par la partition, ou plutôt si, vous aurez droit à un catholistan. Voilà. Au début, ça se passera bien, mais comme au Liban, dans le Chouf, après, ils viendront en égorger quelques-uns, notamment les curés, parce que ça se passe toujours comme ça. Voilà. Le pays de miel et d'encens qu'on vantait quand j'étais à Sciences Po en 1970, on a vu comment ça s'est terminé. Voilà. Et donc, et vous savez ce qui est troublant? C'est que quand j'ai sorti mon livre, j'ai hésité à sortir cette pièce, parce que je me suis dit, les gens ne vont pas me croire. Je vois le livre des deux journalistes qui ont confessé, donc, comment il s'appelle? Le gars, tous les soirs après le boulot, il prenait le scooter
Et il allait voir 2 journalistes. Incroyable, hein? C'est la seule personne en France qui aime dîner avec des journalistes. Bon. Et il se confessait. Et là, en fait, à un moment donné, vous savez ce que dit Hollande? Il dit « Ce que je crains par-dessus tout, c'est la partition. Car c'est ça qui est devant nous, la partition. » Ça veut dire qu'il a lu exactement la même note que moi. Et quand j'ai dit ça un jour à Arlette Chabot sur Europe 1, alors là, elle est devenue blême, mon HLM. Pourquoi ils vont signer? Et je vais vous dire pourquoi ils vont signer. Ils vont signer parce que c'est la pente de leur caractère. Réfléchissons un instant. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, que je venais à Versailles, visiter le château de Versailles. On n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui. Mais comment se fait-il que notre peuple soit à ce point effondré sur lui-même qu'il ait perdu toute lucidité? La blessure la plus proche du soleil, disait René Char. La lucidité. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait en 40 ans, tous ces gens qui sont encore là et qui se disputent nos suffrages? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démantelé les frontières. Ils disent eux-mêmes maintenant que ce n'était pas sérieux, qu'il ne fallait pas le faire, qu'on ne va plus le faire. Bon, ben oui, ben d'accord, mais enfin, pour l'instant, il y a toujours Schengen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont installé au cœur de notre nation une autre nation, une supernation, la nation islamique. Et ils nous disent maintenant, oh ben, il faut qu'on vainque le totalitarisme islamique. Mais oh, le gars qui a dit ça, il s'appelle Fillon, c'est lui qui a inauguré la mosquée d'Argenteuil. C'est la première fois. Non, stop, attendez, arrêtez. Ce soir, on a dit qu'on ne faisait pas de politique. Mais vous comprenez, donc, et alors, pourquoi ils vont signer? Je dis la pente de leur caractère. Dans quelques mois, dans quelques années, ce que je vais vous dire maintenant vous paraîtra une évidence. Ce soir, ça va vous choquer. Pour moi, c'est évident. Il y a les collabos, les résistants. On est en guerre, c'est clair et net. Tous ceux qui font la guerre, qui ont un peu d'informations sur la guerre qui nous est faite, et qui voient comment dans le monde entier, le nouvel islam, qui est un islam littéral, et donc combattant, nous fait la guerre, tous ces gens-là, eux, ils disent, bah oui, il y a les résistants, il y a les collabos. Et nos dirigeants sont des collabos. Bon. Sympathique hein, pour beaucoup d'entre eux. Un collabo, c'est souvent sympa quand ça passe le jambon. Hein. Mais ce sont des collabos. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'influence de 3 forces qui les dépassent. Réfléchissez à ça. La première force, c'est l'islamo-gauchisme, autant dire les médias. L'islamo-gauchisme, en fait, il était à la recherche d'un nouveau prophète. Depuis Castro, ils n'ont plus personne. Donc ils ont Mahomet, le nouveau prophète. Incroyable, ils se sont reconvertis comme un seul homme. À la recherche d'un nouveau prolétariat, ils ont largué l'ancien puisqu'ils ont tout délocalisé. Ils sont devenus des super-libéraux, des socialos. Donc, en fait, c'est l'autre, le migrant, le malien de la plonge, comme dit l'autre, qui a remplacé le prolétariat. C'est pour ça qu'ils sont si attentifs au problème de l'immigration, pour l'immigration de masse. Parce que c'est le think tank Terra Nova qui a dit « Mon vieux, si vous voulez être élu, le petit peuple vote plus pour nous. Il est parti ailleurs. Donc il faut aller chercher les minorités visibles. Vous voyez? Donc en faire rentrer davantage. Voilà. Puis enfin et surtout, l'islamo-gauchisme recherche une nouvelle parousie, un nouveau millénarisme, le croissant de lune au-dessus du grand soir. C'est logique. C'est la même logique. C'est presque le même dessin. L'islamo-gauchisme. Incroyable. Leur haine du christianisme, de la chrétienté, de la civilisation chrétienne est telle que si on leur dit il faut aller chercher le muezzin pour virer le sacristain, ils disent va pour le muezzin. Deuxièmement, le multiculturalisme. Toutes nos élites, tous les gens qui ont été au pouvoir dans les dernières années ont pratiqué le multiculturalisme. Je les connais tous, j'ai parlé avec eux, ils m'ont tous dit mais mon pauvre Philippe, le multiculturalisme, c'est l'avenir, c'est inéluctable. Le multiculturalisme, ça veut dire 2 sociétés face à face, déculturées, déracinées.
c'est une société multidéculturelle. Le multiculturel. Parce que quand vous avez un déraciné qui ne sait plus d'où il vient et un enraciné qui ne sait plus où il est, et en fait, le multiculturalisme, c'est l'idée de la cosmopolis, la cité planétaire, l'ouverture, les fraternités universelles, le paradis diversitaire qui conduit à l'enfer. Partout où le multiculturalisme a été instauré, y compris aux États-Unis, on voit bien ce qui se passe. Et puis, troisièmement, alors, le multiculturalisme, je devrais ajouter quelque chose. C'est l'homme nomade. C'est le genre, c'est un individu sans sexe ni patrie, désaffilié, désinstitué. Vous voyez ? D'où l'importance de tenir bon sur la question du mariage homosexuel. Il ne faut pas lâcher. Il faut que demain, un enfant ait un père et une mère. Parce que la première de toutes les identités, c'est la filiation. On ne peut pas accepter de laisser glisser à l'abîme une société désaffiliée, désinstituée, déracinée. Voilà. Et donc, en fait, là, maintenant, nous sommes devant une situation qui est tragique parce que nos élites n'ont plus d'autre solution que de pratiquer le multiculturalisme. Intellectuellement, elles sont formées à cela. Enfin, la troisième force, c'est le laïcisme. Le laïcisme, ça consiste à neutraliser l'espace public, donc plus de crèches, plus de cloches. On trouvera toujours un moyen d'installer les minarets, parce que le Conseil d'État veille quand même, hein, ouais, comme force de l'étranger. Mais le laïcisme, ça consiste à refuser la laïcité chrétienne, puisque c'est le Christ qui a inventé la laïcité, donc moi ça ne me dérange pas du tout, hein, la laïcité. Mais de quelle laïcité parle-t-on? Si c'est une laïcité qui s'accorde avec nos traditions, pas de problème. Si c'est une laïcité du vide, le vide il est rempli par les islamistes. Voilà. Nos élites, c'est plus grave, ce que je vais vous dire maintenant, ce sont des dhimmis. Nos dirigeants sont des dhimmis. Les dhimmis dans l'islam, c'est pas moi qui ai inventé le mot, c'est eux, c'est les demi-citoyens. Un dhimmi, c'est un soumis. Islam, ça veut dire soumis. Donc, dans les pays d'islam, le dhimmi, c'est quelqu'un qui survit dans une demi-liberté, mais il est contrôlé. Ce sont des dhimmis. Ce sont des dhimmis pourquoi? Il y a la grande dhimmitude et la petite dhimmitude. La petite dhimmitude là-bas et la grande dhimmitude chez nous. La petite dhimmitude, c'est quoi? Nous sommes devenus les esclaves de nos clients. Nous faisons leur politique étrangère. Nous sommes les esclaves de nos clients, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar ne font pas la même chose. L'Arabie Saoudite finance chez nous les salafistes, le Qatar finance chez nous les frères musulmans. Il les contrôle, il les installe, il les soutient. Et nos hommes politiques, eux, continuent une politique d'alliance avec ces deux pays qui gouvernent notre diplomatie. Nous sommes les esclaves de nos clients, c'est-à-dire que nous sommes les alliés des semenciers du djihad. Je vais vous donner une preuve qui est dans mon livre et qui n'a suscité aucun commentaire, sinon une réplique de l'Élysée qui m'a dit « raison d'État ». Figurez-vous que les chrétiens d'Orient, patriarches chaldéens, etc., se plaignent du fait que le satellite français Eutelsat transporte le signal de 6 chaînes islamistes radicales qui prêchent la haine. Le satellite français. Donc j'ai écrit à Michel de Rosen, PDG du groupe Eutelsat, et j'ai écrit à François Hollande. Dans le même moment, j'ai constaté que M. Netanyahou est venu voir Hollande pour dire il y a une chaîne qui nous embête sur Eutelsat. Elle a disparu dans le quart d'heure. Et récemment, le sultan Erdogan s'est plaint auprès de Hollande d'une chaîne kurde. La chaîne kurde a disparu dans le quart d'heure. Quand nous, on s'est plaint de ces 6 chaînes islamistes, Hollande nous a répondu et aucun homme politique de l'opposition
à l'Assemblée ne s'est emparé du dossier, notamment le groupe majoritaire au Sénat, où il y a du beau monde quand même. Ils n'ont rien voulu faire en disant « Oh là là, raison d'État, raison d'État ». Et je me suis dit « Mais pourquoi raison d'État ?» En fait, ce n'est pas raison d'État. C'est que l'Arabie Saoudite et le Qatar leur disent « Attention bonhomme, on contrôle tout chez vous, on contrôle tout chez nous. » Vous comprenez? C'est très grave. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des fabricants de terreaux-terroristes qui cherchent le bon désherbant. Et en général, en campagne électorale, on cherche le bon désherbant. Si vous avez un bon désherbant pour le terreau-terroriste, le reste du temps, on fait du terreau-terrorisme. En d'autres termes, la grande dimitude, la petite dimitude, c'est-à-dire qu'en fait, là-bas, ils nous commandent, il n'y a même pas besoin de l'Amérique, et chez nous, ils nous commandent, puisque aujourd'hui, il y a une mairie sur deux de la banlieue parisienne et des banlieues françaises qui est gagnée par le clientélisme communautaire. Ce qu'on appelle dans les banlieues, notamment à l'UDI, parce qu'il y a Jean-Christophe Lagarde qui a caché à tous ces gens qu'il allait faire construire une mosquée. Enfin, je n'ai pas le temps de vous raconter, c'est une histoire extraordinaire, une histoire de centriste. Et alors ça s'appelle le souk électoral, c'est-à-dire je te donne mes voix, tu me donnes une mosquée. Voilà où on en est, vous comprenez? Donc ce sont des dhimmis, La plus dhimmi de tous les dhimmis, c'est naturellement NKN qui veut inventer une nouvelle taxe pour le halal, NKN, dont je dis dans mon livre qu'elle a pris définitivement la position du soumissionnaire. Alors, comment on peut en sortir? Comment on peut en sortir? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la serrure, il y a la clé. Et là, je vais vous dire quelque chose. Tous les ans au Puy du Fou, je me cache, je me planque parce que je suis agoraphobe. J'observe. Et qu'est-ce que je vois? Énormément de musulmans. Il y en a de plus en plus qui viennent au Puy du Fou. Et ils regardent les spectacles et beaucoup sont saisis de tendresse. Ils découvrent. Ils ne savent rien sur la France. Et parfois, je vais les voir en disant « Alors, c'est extraordinaire, c'est incroyable, ils ne savent rien. » L'autre jour, il y en avait un au mystère de Noël, la grande crèche. Il dit « Mais c'est formidable cette histoire. On n'a pas ça chez nous. » Ben, je dis « Voyez. » Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, c'est dramatique. Essayons de trouver une sortie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire prévaloir notre civilisation en France. Pas d'égalité, ça ne marche pas. Il faut rétablir le droit d'antériorité de la civilisation française en France. Et j'ajoute qu'il faut accepter de dire ce que je vais vous dire ce soir et qui va susciter un tollé quand ça sera repris après par la presse. Oui, je crois à la supériorité morale de la civilisation chrétienne sur l'islam. Un peuple a deux droits inaliénables, en l'occurrence ce peuple français. Le premier droit inaliénable, c'est le droit à la continuité historique, le droit de protéger sa mémoire. Ce sont nos pères, ce sont nos mères. On ne veut pas vivre l'affection au noir. Deuxièmement, plus important encore, le droit de cultiver les richesses anthropologiques de notre civilisation. La distinction du temporel et du spirituel, le sermon sur la montagne, la place de la personne, la place éminente de la femme, puisque depuis la chanson de Roland, on sait que en France, la douce France. Pourquoi on dit la douce France? Parce que la France est le pays inventeur de la courtoisie. C'est-à-dire que l'homme est là par le pouvoir, la France est là, la femme est là par la prééminence.
Après, il y a la question, l'islam et musulmans. Je me souviens de quelqu'un, je crois que c'était un pape, qui disait à propos du marxisme, je chéris sa personne et je hais son erreur. Eh bien, moi je dirais pour les musulmans pareil. Il faut distinguer l'islam et les musulmans. Alors, suivez-moi bien, on arrive au terme de ma conférence, mais c'est le plus important. Sur l'islam, il faut être ferme et dire la France n'a pas vocation à demeurer une terre d'islam. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on vit à la française. Ça va très loin ce que je dis, vous allez voir. En France, on serre la main des femmes, on ne les frappe pas. On ne porte pas des tenues islamiques du 7e siècle sous prétexte que c'est le camis du prophète ou la djellaba. Non, on vit en France, à la française, comme à Rome, on vivait à Rome, comme disait saint Augustin. On n'égorge pas rituellement les animaux sans les étourdir, ce sont nos règles sanitaires, donc non au halal. En France, notre architecture n'est pas conciliable avec les minarets, donc pas de minarets. Et plus généralement, en France, il y a un art de vivre. En France, on boit du vin. Si vous m'accordez juste une anecdote, là. Quand j'étais petit, chaque matin, il y a quelqu'un qui frappait à la maison. On habitait en pleine campagne, près d'une petite rivière qui s'appelait la Boulogne, et le gars qui frappait, c'était le cantonnier, il s'appelait Olivier Pro. On savait pourquoi il venait. Ma mère se tenait prête tous les matins, elle lui versait un verre d'eau de vie. Et il prenait son verre d'eau de vie, il remerciait ma mère, puis il me mettait la main sur la tête, et voyant ma surprise, il disait toujours la même chose, tu vois, petit, cette eau-là, c'est l'eau de la vie. Mais en ce temps-là, les cantonniers, formés par les hussards noirs de la République, avaient des lettres, et il me dit, mon petit gars, je vais te parler de l'Ancien Testament, moi. Le cantonnier de Boulogne qui parlait de l'Ancien Testament. Il dit, moi, mon grand-père, il s'appelait Noé. Noé, il s'est pris un déluge sur la gueule, puis après, il s'est bourré la gueule. Et il disait, Noé, la première ivresse mystique. Donc, chez nous, le vin est biblique et littéraire, donc on ne touche pas au vin. En France, on boit du vin. Et je vais plus loin. Au risque de vous choquer, il faut arrêter la construction des mosquées en France parce que toutes les nouvelles mosquées sont salafistes ou frères musulmans et sont infiltrées par de l'argent étranger. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion hier avec le nouveau ministre de l'Intérieur et le nouveau Premier ministre, ils sont en train d'installer l'islam de France et ils sont en train de faire de l'islam, tenez-vous bien, une religion d'État. Voilà. Avec un principe très simple, pour soigner l'islamisme, il faut plus d'islam. Ah oui, d'accord. Quand on aura plus de mosquées, on aura moins de salafistes. Quand on aura plus de musulmans, on aura moins de terroristes. Mais ils ne connaissent pas la phrase de Rémi Brague. Il y a entre l'islamisme et l'islam une différence de degré, pas de nature. Il y a un grand penseur kabyle, M. Medeni, qui dit « L'islam, c'est l'islamisme au repos. L'islamisme, c'est l'islam en mouvement. » Donc, on ne prend pas ce risque. Alors maintenant, les musulmans. Les musulmans, il faut leur dire, entre le Coran et la France, il faut choisir. Mais, si on veut qu'ils nous rejoignent, si on veut qu'ils aient envie de nous ressembler, alors, il ne faut pas leur proposer l'hédonisme, le nihilisme et le consumérisme. Il faut leur proposer l'exaltation commune,
de notre patrimoine vital. Pendant des années, j'ai entendu mes collègues à l'Assemblée qui disaient « Tu verras, quand ils auront le iPhone, téléphone là, parce que moi j'ai un téléphone spécial, c'est un téléphone, un portable de maçon portugais, regardez. 1953. Et donc, on dit, voilà, ils auront leur iPhone, et puis ils auront leur Nike, et ils courront, et puis ils deviendront comme nous. Ouais, ben, ils ont leur Nike, ils ont l'iPhone, et ils ont Mahomet. Voilà. Donc, ça n'a rien changé. Et donc, en fait, il faut proposer autre chose. Alors, chers amis, il y a ceux qui crachent sur la France, ceux qui veulent rejeter la France coloniale, comme ils disent, ceux qui veulent nous coloniser, ceux qui veulent faire sécession, ceux qui veulent l'Islamic Pride, ceux qui ne veulent pas de nos mœurs, ceux qui veulent installer chez nous leur mode de vie, leurs héros, leurs idéaux. Ceux-là, ils doivent repartir. La remigration. Et je vais vous dire comment. Le malaise changera de camp le jour où la France aura retrouvé ses fiertés. Parce que ce sera comme les Italiens pendant l'entre-deux-guerres. Les 2/3 sont repartis parce qu'ils ne supportaient pas la culture française, le changement de prénom, etc. Ils sont repartis. Il n'y a pas de mal à ça. Ça s'appelle la remigration. Voilà. Ceux qui ne veulent pas rester chez nous, qui ne veulent pas nous aimer, ils repartent. C'est très simple. Et maintenant, il y a les autres. Il y a ceux qui voudraient bien nous aimer, qui sont prêts à nous aimer, qui ne nous connaissent pas sous notre vrai jour, c'est-à-dire sous le jour de notre histoire, de notre patrimoine, de notre vraie histoire, de notre vrai patrimoine. Alors qu'est-ce que Najat Belkacem leur propose? Je l'ai entendu encore il y a une semaine. Elle dit « les valeurs de la République ». Mais les valeurs de la République, c'est comme un code de la route, c'est des valeurs froides, formelles, c'est comme un règlement de copropriété. Donc, voilà, on respecte les valeurs de la République, mais j'ai jamais vu personne tomber amoureux d'un feu rouge ou d'un stop. Et donc, il faut aller au-delà. Il faut leur proposer notre prosopopée, nos épopées, nos légendes, nos rêves, notre romance. Voilà. Une nation, c'est un lien amoureux. Si on veut refaire un peuple amoureux, il faut un fédérateur. Il n'y en a plus. C'est ça le fond du problème. Il y a eu un roman national. Il a été créé en 1870. Celui qui a pensé le premier, c'est Ernest Laviste, un instituteur républicain qui a dit à ses amis, attention, on n'a plus le Saint-Crème, on n'a plus de fédérateur. Fédérateur au sens sacré, un lien sacré. Et donc il faut en inventer un. On va en inventer un avec ceux qui ont touché le Saint-Crème, Clovis, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, jusqu'à Napoléon. Ce fut le roman national. Une mise en image allégorique, une figure métaphorique qu'on mettait dans le sillage des enfants. Les hussards noirs de la République transmettaient le roman national aux blouses grises comme un conte, un récit légendé, une romance. Ça a préparé des têtes épiques. C'est grâce au roman national qu'on a retrouvé dans la tranchée des Français qui ne s'aimaient plus, qui ne s'aimaient pas, des bleus, des blancs, et qui ont donné leur vie à la France. Des têtes épiques, le roman national, ce qu'on peut faire avec un roman national. Et puis voilà que le roman national a reçu un cocktail Molotov, tiré depuis la Sorbonne, et il a été ensuite enterré en grande pompe par Giscard d'Estaing, le fils naturel de Cohn-Bendit. L'histoire, comme le dit très bien Michel de Gégère, a été transférée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères, je cite de mémoire. Les historiens sont devenus des médecins légistes. Heureusement que ce n'est pas votre cas ni celui de Jean Sévilla, mais vous êtes rares. Un médecin légiste, c'est quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, l'anneau de Jeanne d'Arc, je m'en fous, c'est pas l'histoire. » Ils n'ont qu'un seul souci de la grandeur, c'est la grandeur statistique. Et puis l'histoire, en fait, elle est devenue une histoire halal à cause du vivre ensemble.
Parce que quand vous avez des gens qui n'ont pas la même mémoire, qui n'ont pas la même société, qui n'ont pas la même histoire, la seule manière de les faire vivre ensemble, c'est de ne pas parler de Charles Martel, de Roland de Rossauveau, de Charlemagne, etc. Et j'en passe des meilleurs, la colonisation de l'Algérie, etc. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et donc le roman national, il est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le ressuscite? Non, c'est impossible. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un récit de puissance, un récit de grandeur, de magnificence, de gloire. Ça ne colle plus. On le sent bien. Et puis, la deuxième raison, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils sont tout en émotion, ils sont écorchés vifs. Donc, il faut faire autre chose. Il faut changer d'angle. Et c'est ce que j'ai fait, moi, au Puy du Fou. Je me suis dit, je vais faire un roman national. Je ne le dirai à personne, je le dirai quand ça sera fait, plus tard, dans 10 ans, dans 20 ans. Maintenant, ça commence à prendre forme. Et donc, en fait, un roman national qui change d'angle. On passe par une autre porte d'entrée, on change de façade, on passe par la façade de l'esthétique, par la façade des beautés françaises, des grandes allégories françaises, pour déposer dans le cœur des petits Français ces beautés françaises, en guettant dans nos enfouissements tous les affleurements de tendresse française. Le roman national est devenu un roman noir, un tissu de noirceur, on l'a tué, on ne va pas le ressusciter. On va créer un nouveau roman national qui soit un roman d'amour pour que chaque petit Français qui part dans la vie puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves, qu'il soit français de souche ou français de désir. Un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Je peux vous dire que quand je vois au Puy du Fou les centaines de petits musulmans qui ne savent plus rien de l'endroit d'où ils viennent et qui en ont une vraie amertume, mais qui ne savent rien d'autre que les valeurs de la République dans l'endroit où ils sont, dès qu'on leur parle des mœurs au-dessus des lois, Solzhenitsyn, du goût du sacré, Reims, Bouvines, le sacré, l'auctoritas, la potestas, quelque chose qui nous échappe, le mystère, dès qu'on leur parle de l'indicible, dès qu'on les touche à l'émotion, alors tout est possible. C'est comme ça qu'était les harkis. On ne vient pas de nulle part. Et donc, je vous le dis ce soir, si la France redevient la France, si elle retrouve le mystère de ses souffrances et de ses grandeurs à travers un roman d'amour qui touchera les jeunes Français, parce que la France est le plus beau pays du monde, à commencer par Versailles, alors tout est possible, et la France, redevenant la France, sera regardée par le monde comme la puissance de référence. Merci de votre attention.